l'accélérateur West Web Valley et l'entreprise d'investissement Épopée se sont mis en quête de partir à la rencontre des grands dirigeants bretons. L'objectif de ce podcast est de vous raconter leur épopée entrepreneuriale. Quels ont été leurs parcours? Comment ont-ils innové? Ils sont à un moment de leur vie où ils souhaitent transmettre leur savoir. Maintenant, je vous propose de découvrir l'épopée d'Alain Glon. Alain, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation afin de revenir sur ton épopée. On se connaît bien. Tu as été d'une aide précieuse à de nombreux moments de ma vie professionnelle. J'ai eu la chance de te croiser la première fois il y a un peu plus de 10 ans à l'Institut Locarne quand j'avais une vingtaine d'années. Alors, première question, un jeune de 20 ans aujourd'hui vient te voir. Comment te présenterais-tu en 30 secondes? Bonjour Sébastien, tout d'abord. Que dirais-je aux jeunes? Eh bien, écoute, j'en vois 2 demain dans le cadre d'un recrutement pour des projets au travers d'une école que l'on crée. Au fond, je leur demande quel est leur rêve. Qu'est-ce que vous pensez faire dans 10 ou 15 ans? Vous serez où? Dans quelle situation? Quelles sont vos aspirations? Quel est votre rêve? Tu as entrepris il y a combien d'années? Je ne sais pas quand ça a commencé. Je suis allé à l'école jusqu'à 14 ans. Mon père avait été en captivité, comme on le disait à l'époque, était d'une santé fragile au retour d'Allemagne. Et mon frère aîné Noël avait fait des études à l'ESCA d'Angers. Et quant à moi, je suis resté à la maison pour aider. Et donc depuis, je suis toujours à l'école. On ne se posait pas la question de ce que l'on allait faire. Il y avait du boulot, on le faisait, quoi. Et cette carrière, du coup, c'est combien d'entreprises à peu près que tu as montées? Combien de salariés? En chiffre d'affaires, c'était énorme au final. Oui, mais enfin, le bonheur n'est pas proportionnel à la taille. Hein. Oui. Et donc, il y a eu plusieurs phases. Une première époque où c'était véritablement de l'artisanat. J'ai passé mon enfance, nous étions 5 enfants, et à la table familiale, on partageait nos repas avec quelqu'un qui avait 10 ans de plus que moi et qui avait été pris en gage par ma grand-mère aux foires au Patou de Pontivy. C'est vous dire, et ce jeune homme est retourné 2 fois dans sa famille, une fois avant de partir au service militaire et une fois avant de partir à la guerre. Donc, le monde était tellement différent d'aujourd'hui que c'est extrêmement difficile de faire un parallèle et même en tirer des enseignements. Ouais. Et tu parlais donc de plusieurs phases. Dans toute épopée, donc, le récit revient sur des exploits. Si on fait le parallèle avec ta vie d'entrepreneur, quelles sont pour toi les 2-3 dates importantes, les moments forts de ton parcours? Alors là, peut-être construire la première usine. Ce fut un temps fort et qui en même temps conduisait à une forme de rupture sur la conduite des hommes. Parce que, comme selon le mot qu'on utilise aujourd'hui, on manageait à distance. Et c'est une rupture extrêmement forte que de gérer des gens, de les animer quand on les a dans sa proximité ou quand ils sont à 50 ou 100 km. Quoi. Ça, ce fut une première rupture. Ensuite, il y en eut d'autres, mais plutôt externes à l'entreprise. C'est quand la Bretagne était un peu plus vigoureuse qu'aujourd'hui. Et je pense à des amis comme Alexis Gourvenec et autres. C'était un autre temps, la Bretagne était pauvre et on voulait faire notre place au soleil, non pas contre les directives nationales, mais pour garder suffisamment de revenus. Ça a été la deuxième époque. Ensuite, peut-être la reprise d'une entreprise d'État qui nous fut quasiment imposée. Ça a été un énorme challenge. Mais on y a survécu en quelque sorte. Et puis, maintenant, je suis dans cette autre vie, mais je continue de créer, avec d'autres, bien sûr, peu ou prou, une entreprise par an. D'accord.
C'est vrai que dans les moments forts dont tu parles, je remarque que tu n'as pas cité le Club des 30, même si l'excellent Philippe Créange a écrit un très bon livre intitulé Le mystérieux Club des 30, dans lequel tu prends la parole. Pourrais-tu revenir en quelques mots sur les combats du Club des 30 d'hier et d'aujourd'hui? Je pense que ça a marqué aussi ta carrière pro. Alors déjà, la naissance du Club des 30, c'était il y a très très longtemps. Yves Rocher, sur les conseils de sa banque, qui était la BNCI à l'époque, avait acheté l'entreprise Petit Bateau. Et à l'époque, souvent, les banques essayaient de marier une affaire en difficulté avec quelqu'un qui avait un peu de trésorerie et du talent. Et la reprise de Petit Bateau s'est mal déroulée. Elle allait mettre en difficulté Yves Rocher, qui bien sûr n'avait pas du tout la taille d'aujourd'hui. Et avec la faconde qu'on lui connaît, Yves avait mobilisé les entrepreneurs de l'époque pour dire on ne peut pas accepter qu'une banque nationale mette à mal une entreprise de chez nous et il faut se battre pour qu'il n'en aille pas ainsi. Ça a été l'origine de la création du Club des 30 et on se retrouvait d'ailleurs chez Yves. Voilà, alors ensuite il y a eu la période où le club était un peu un lobbying régional qui a grandi, qui de Bretagne a couvert les Pays de Loire, hein, bon, mais qui, selon moi, a perdu une partie de sa dynamique. Mais je crois que c'est ce qui arrive dans toute création. Et je l'ai vécu également à l'Institut de Locarne. Oui. Vous avez quelquefois une bande de joyeux lurons qui crée quelque chose de nouveau. Ils sont 7 ou 8, ça marche, il y a une dynamique. Le succès venant, ils se retrouvent à 50, à 100 ou à 200. Et à ce moment-là, eh bien, on rentre dans une gestion démocratique. Et il n'y a pas du tout la même dynamique au milieu d'une centaine d'adhérents que celle que l'on avait quand on était 7 ou 8. Et donc je pense que l'ensemble des institutions ont vocation à grandir et à se ressourcer, sinon disparaître. Ok. Et justement, quand tu évoques ces histoires d'entreprise, une par an, l'innovation, je pense, a été vraiment clé dans tous ces choix professionnels. Comment as-tu traité cette histoire d'innovation tout au long de ta vie pro? Oh, je pense que parmi les facteurs clés, celui qui a été probablement le plus important, c'est de limiter la taille des entreprises. C'est-à-dire que je disais aux managers auxquels nous confions une entreprise, nous t'interdisons d'avoir plus de 180 employés. Alors, 180, je crois que c'est le chiffre qui correspond aux attitudes bretonnes. J'ai souvent observé que quand on passait à un nombre plus grand, ça se passait plutôt moins bien. Alors qu'on observe en Vendée, et on y a des amis, des Sodebo, Fleury-Michon et autres, où là, à 5 ou 600, ça marche. L'intérêt de limiter à 180, c'est que, au fond, le patron de cette entreprise connaît tout le monde, non seulement les employés, mais leurs conjoints. Il sait si l'un ou l'autre est absent, que, bah oui, il avait entendu dire la veille qu'un enfant était malade ou autre. Et donc, vous avez 3 niveaux, le patron, la maîtrise et les collaborateurs, si bien qu'on connaît tout le monde, les informations circulent vite, qu'il s'agisse de l'innovation ou des réclamations pour bien écouter le client et lui donner satisfaction. Et le fait de limiter a d'autres impacts, c'est que
le responsable de l'entreprise avait tendance à arrêter de produire ce qui consommait beaucoup de main-d'œuvre et rapportait peu. Et au fond, c'est ce qu'on a fait à grande échelle ensuite, quand on a externalisé des activités vers la Chine ou ailleurs. Et si bien que quand on atteignait la limite de 180, généralement, il y avait à l'intérieur de ce groupe quelques personnes qui avaient des idées, qui avaient de la dynamique, qui se voyaient un peu plafonnées dans leur évolution par des gens qui n'étaient pas encore tout à fait vieux. Et il leur venait l'envie d'aller ailleurs. Et dans cet ailleurs, je préférais qu'ils soient chez nous plutôt que chez un concurrent. Et donc c'est de cette façon que nous construisions quasiment une entreprise par an, mais que nous expédions à 20 km de la précédente, parce qu'on a toujours considéré qu'il valait mieux aller vers les gens plutôt que de les faire venir vers nous. Tous regroupés dans une zone industrielle. Au fond, chacun choisissait son métier en fonction de l'attractivité d'une entreprise, alors que si on va dans la campagne vers les gens, au fond, ceux qui sont attachés à leur territoire, dans la proximité, bien, venaient chez nous. Et de cette façon, on avait tendance à recruter beaucoup de gens de qualité. Ok. Et tu as une innovation qui t'a marqué en particulier? Tu dis, je suis fier de cette innovation plus qu'une autre. Non, j'ai toujours été, pour répondre au mot fier, qui m'interpelle un peu, ça n'est pas dans ma nature, j'ai toujours été plus fier des hommes que de la réalisation. Et donc, j'ai eu et nous avons toujours des équipes fantastiques, des gens d'un talent fou. Et j'ai notamment pu l'observer lorsque nous avons repris une entreprise d'État. On s'est retrouvé à reprendre 30 ou 40 sites industriels d'un coup, et la différence de comportement par rapport à ce que nous avions créé nous-mêmes était fantastique. Et il nous a fallu 10 ans pour transférer les bonnes pratiques. Ah, d'accord, compris. Et dans le prolongement donc, de ces questions d'innovation, donc pure fiction, si tu étais primo-entrepreneur aujourd'hui, si tu avais 20 ans, quel type de société tu lancerais face à la concurrence des GAFA et des Batix en Chine? Tu partirais sur le numérique, tu prendrais le contre-pied du circuit court. Qu'est-ce que tu lancerais par rapport à... J'utiliserais cette fois encore la fibre bretonne. Et au fond, je solliciterais de la part de tous les Bretons qui sont partis ailleurs dans le monde qu'ils reviennent ici avec une application intéressante, alors que ce soit pour les soins à la planète, pour la santé ou pour autre chose. Et je leur dirais, venez ici, nous sommes dans une zone rurale dans laquelle il est possible d'essayer beaucoup plus de choses que dans les métropoles. Venez et on va vous donner le coup de main pour mettre en place la bonne application. Quand on voit les difficultés qu'ont eu des Blablacar ou autres, c'est normal, ils ont commencé par Paris. Il y avait plein d'opposants à leur truc. S'ils avaient commencé à Carhaix, le besoin de se déplacer autrement était tellement évident qu'ils n'auraient pas eu des compagnies de taxi et autres contre eux. Donc c'est toujours la même chose, c'est d'utiliser les comportements du territoire et d'y répondre au plus vite, au plus tôt, par des applications que oui, bien souvent on aurait été chercher à l'extérieur, parce que ici l'innovation est devenue très très compliquée compte tenu du principe de précaution. Ouais. Et par rapport à cette notion de circuit court, tu as un point de vue aussi là-dessus? Oui, alors là, il faudrait déjà 1 heure pour en parler. Mais en synthèse. Alors, le premier mérite du circuit court, c'est de s'affranchir des pesanteurs. Hein, parce que quand on achète des choux ou des carottes dans la ferme ou dans le jardin du voisin,
au fond, on a effacé toute une cascade de corporatisme, de taxes diverses et variées, et on va de la main à la bouche. Mais ma préconisation serait d'aller vers un circuit très court, y compris pour l'handicap terrible que nous avons en France, c'est celui de la taxation. Si on peut créer des systèmes qui visent presque à l'autarcie, c'est une chance. On est à une époque où comme ce fut fait dans la musique, la danse ou autre, il faut tenter de préserver la braise. Nous n'arriverons pas à changer la trajectoire que s'est donnée la France, et au moins préservons la braise pour qu'un jour elle rejaillisse, comme ce fut le cas pour les festivals et autres qui ont à nouveau donné un engouement fantastique à la jeunesse. Je pense que dans les activités économiques, il n'en ira pas autrement, mais faisons le dos rond en attendant que l'orage passe. Autre sujet que l'innovation, tout ce qui est transmission. Qu'as-tu mis en place au final pour que l'épopée Glon perdure ? Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. De la même façon que je disais tout à l'heure que je considère que l'allongement de la vie doit être dédié en bonne partie pour restituer au territoire ce qu'il nous a donné. J'ai le souvenir qu'avec mes frères, puisque tout ce dont je parle, nous l'avons fait à 3, nous étions interrogés pour savoir à partir de quand et de combien nous serions riches. Si on ne se fixe pas de limite, mais on va être des insatiables de l'accumulation. Et le fait d'avoir atteint une certaine sérénité de ce point de vue permet de regarder le monde autrement, de transmettre. Le groupe que nous avions constitué était complexe, c'était le fruit de l'histoire. Il y avait plus d'une centaine de sociétés. Nous étions dans une très très grande proximité de tout ce qui est étatique, en termes de contraintes dans les différents métiers, et on a considéré que ça n'était pas judicieux de transmettre à nos enfants ce que nous avions construit, et qu'il valait mieux le mettre en d'autres mains pour qu'à leur tour, eh bien, ils connaissent la chance de grandir. Le bonheur, c'est pas d'être grand, c'est de grandir. Et ils le font pas si mal. Aujourd'hui, donc, Véronique, ta fille, travaille sur ces sujets-là. Les petits-enfants aussi commencent à regarder le groupe Ils regardent forcément, mais non, ils sont tout ailleurs. Ils vivent leur vie. Ils ont, pour les plus âgés, ils ont vers 20, 24 ans. Non, faut les laisser avoir leur vie. Et puis, ils décideront qu'on viendront. Le monde sera tellement différent dans 10 ans que... non. On n'a jamais accepté d'être domestiqué. On ne va pas le faire pour eux. Ok, et justement, on parle de formation aussi. Tu as lancé l'école B5 avec ton fidèle allié Jacques Bernard notamment. C'est la réponse pour toi à la formation de ces jeunes entrepreneurs bretons ? Alors, ce qui nous arrive aujourd'hui, la situation dans laquelle nous sommes, n'est pas une surprise, puisqu'il y a 10 ou 15 ans qu'à Locarno, on annonçait ce qui allait survenir. Bon, maintenant c'est là. Il ne s'agit plus de continuer d'annoncer ce qui va se passer et compagnie. Non, c'est là. Ce qui compte, c'est ce que l'on entreprend. Alors, on est dans une période extrêmement difficile, qui va durer aussi longtemps que la France pourra emprunter. Et imagine la situation, 97% des dépenses de la France, de ses dépenses budgétaires, sont figées.
c'est-à-dire qu'elles sont gérées par des fonctionnaires. Il restait, devrais-je dire, 3% de liberté d'orientation. Ces 3% venaient de 1,5% de croissance et de 1,5% d'endettement. La croissance n'est plus là. Et les marges de manœuvre sont extrêmement réduites. Et dans nos analyses, on se dit qu'il faut nous projeter au-delà du temps présent. Mais au fond, c'est un peu ce que faisait l'ami Gourvenec. Quand, sortant des écoles d'agriculture à l'époque, de la JAC pour les uns, JEC pour d'autres, on n'enseignait pas à nos jeunes seulement à tirer un sillon bien droit, à mettre de l'engrais et autres. On leur donnait une vision du monde qui leur donnait l'envie. Les exigences formulées par les amis Léonard autour de la Britanniferries, des routes à 4 voies et compagnie, c'était une vision fantastique. Or, aujourd'hui, elle n'existe plus. Et donc, il nous faut projeter nos jeunes dans ce monde futur. Et donc, après de multiples tentatives de fédérer des gens plus âgés, nous avons dû renoncer et dire il nous faut partir des jeunes. Et pour t'en dire un peu plus, je suis tout à fait surpris des jeunes qui s'inscrivent à cette école. Nous en avons plusieurs qui sont diplômés de Sciences Po, d'autres qui ont fait les arts et métiers, qui sont chefs de projet chez Airbus, d'autres qui tout simplement veulent succéder à leurs parents. Et on veut donner à ces gens une vision du monde futur autre que celui dans lequel on nous enferme. Imagine juste un instant, nous avons des paysans, si je prends ce domaine, qui ont un talent fou, un climat exceptionnel et des terres à faire pâlir les 3/4 du monde. Et on impose à nos paysans de produire en compétition avec des Brésiliens ou des Ukrainiens. Et de la même façon en agriculture, à quoi sert-il de faire nos paysans concourir contre le Brésil ? C'est une forme de mépris. Ils sont capables de faire tellement mieux. Et le consommateur le souhaite. Libérons les énergies et les talents. Et le cursus, alors, qui est enseigné, donc j'ai bien compris, il y a la vision, mais après, il y a une espèce de socle de connaissances sur le digital, encore une fois, ou comment ça fonctionne pour B5 rentre dans l'école. Oui, dans l'école, oui. Alors, nous faisons des projets, la ligne de conduite. Et tout le monde doit se mettre au service du projet, que ce soit les entreprises qui portent ces projets, que ce soit les étudiants, que ce soit les enseignants. Ce qui compte, c'est le projet. Et pour citer des exemples, mais il y en a de multiples, il existe en Bretagne une 30aine d'usines qui chacune saurait économiser 1000 mètres cubes d'eau par jour. 1000 mètres cubes. Bon, que voilà un beau projet pour la Bretagne qui n'a pas d'eau souterraine. Mais il y en a un autre qui me fait rêver ces jours-ci. C'est quand je vois la reprise de Suez par Veolia. Pour avoir discuté avec les gens de Suez il y a quelques années, vous en avez beaucoup qui rêveraient de travailler pour un territoire, et entre autres la Bretagne. Nous avons des comportements tellement plus vertueux que ceux du reste de la France. Imagine, le niveau de tri auquel nous sommes en Bretagne sur les déchets, c'est 65%, quand la moyenne française doit être entre 52 et 54. Or, au nom de l'égalité, comme disait Coluche, on a tous le même traitement. Et au fond, si la Bretagne reprenait à son compte avec les cadres de Suez toute une partie de nos services d'eau, de déchets et compagnie, mais ce serait fantastique. On dit que le futur va être fait de la valorisation des déchets. Mais aussi longtemps que les uns et les autres expédieront les déchets de Bretagne à l'autre bout de la terre, on ne pourra rien en faire. Et donc, réapproprions-nous toute une partie de cette activité
qui a été capté par ceux que l'on appelle les champions. D'ailleurs, aujourd'hui pourrait être un jour mémorable parce que c'est la date qui nous a été fixée par Orange pour nous raccorder le Wi-Fi radio. C'est un dispositif utilisé sur la terre entière, mais qui jusque-là n'a pratiquement pas été mis en œuvre en France, sauf dans la Pointe Finistère. Voyez, et qui permet dans des conditions infiniment plus économiques d'avoir une bonne desserte numérique. Donc réapproprions-nous toutes les facilités de la vie. Je crois qu'il n'y a pas de meilleur investissement que de le faire dans ce qui est nécessaire à notre vie. Tu parles beaucoup de vision d'Alexis Gourvenec, forcément. Tout à l'heure, tu évoquais d'autres grands entrepreneurs. Je pense à des Le Duf, des Beaumanoir, tout ça. Quel regard tu portes sur cette nouvelle génération d'entrepreneurs ? Bon, vous avez été une vraie locomotive pour la Bretagne. Qu'est-ce que tu en penses et quels conseils tu donnerais à cette nouvelle génération même ? Le conseil, ce serait de venir à l'école B5. La réponse est facile. Non, mais on y croit tellement que... vois-tu, la qualité des gens que l'on a pris pour en faire ce qu'on appelle des ambassadeurs... un Xavier Fontanet qui a été classé numéro 8 à Shanghai dans le classement des entrepreneurs mondiaux. Eric Orsona qui est capable, à mon avis, de réconcilier le monde de l'écologie et le monde de l'agriculture. Karim Boudzema, l'homme aux 1000 greffes. Lui, il rêve que l'on fasse de la nourriture pour les humains et pas pour le contrat. On peut faire tellement mieux et pour le même prix. Et donc, c'est de donner à ces jeunes un appétit qui les porte au-delà des contingences du moment. Il nous faudra au bas mot 10 ans pour que la France commence à se redresser, mais pour ça, il faudra qu'on ait touché le fond avant. Donc, il faut qu'ils se mettent dans cette attitude de se préserver, d'innover, de rester une sorte de start-up, mais pas seulement dans le numérique, eh bien, le temps nécessaire pour rejaillir quand à nouveau on pourra laisser les talents s'épanouir. Ouais. Tu n'as pas parlé de Redeo, pour moi qui est vraiment une jolie dynamique que tu as entrepris aussi avec d'autres entrepreneurs. Tu peux dire un tout petit mot sur Redeo, où vous en êtes, parce que ça répond à pas mal de problèmes aussi. Alors déjà, Redeo, c'est aussi une vision. Nous faisons le constat que 35% du budget du français moyen disparaît dans ce qu'on en appelle des consommations volontaires obligatoires. C'est-à-dire l'eau, le gaz, l'électricité, la banque, l'assurance, l'énergie, le transport et autres, et des univers qui sont tenus par une vingtaine d'entreprises, quasiment toutes étatiques, toutes au CAC 40, et qui ont des positions souvent proches du monopole. Ils en usent et en abusent, au point par exemple que Vinci dégage 55% des EBITDA sur les autoroutes. Ne parlons pas des parkings parce que c'est encore au-delà. Orange, c'est plus de 30% des EBITDA. Et nous, on considère qu'on pourrait faire à moins, même si les investisseurs, les actionnaires étrangers demandent un tel niveau, et qu'il faudrait mieux couvrir le territoire, quoi. Et donc, notre idée a été de construire une association dont l'ambition est de s'approprier toutes les nécessités de la vie. J'en parlais tout à l'heure par rapport à la couverture numérique. On y travaille, et c'est peut-être aujourd'hui qu'on va être raccordé. Sur l'énergie, le gaz, en 5 ou 6 ans, on a acquis un bon millier de clients, d'entreprises clientes, parce que 4 entreprises du Club des 30, d'ailleurs, se sont mouillées pour le faire. Il y a la SICA Saint-Paul, il y a Le Duf, il y a Roulier et Glon.
on a mis au pot pour apporter les cautions financières voulues et développer cette activité. Mais ce que je disais de Suez tout à l'heure procéderait de la même vision. Lorsque je vois que c'est un équarrisseur allemand qui investit dans le ramassage scolaire sponsorisé par la région et les départements, je dis c'est quand même dommage qu'on ne reconfie pas les autocars à des vrais entrepreneurs d'ici. Et donc la première des choses pour moi serait d'abaisser les prix de revient en Bretagne, parce que si nous ne sommes plus compétitifs pour conquérir des marchés à l'étranger, je suis convaincu que nos savoir-faire, notre parcimonie fait que nous pourrions conquérir des marchés sur les autres régions françaises. Et concernant la diaspora bretonne, est-ce que tu penses que ça peut être un levier au final pour dynamiser cette région dans le futur? Ouais. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure à propos de la réintroduction ici d'applications, de savoir-faire tout à fait utiles à nos territoires. Au fond, c'est un peu ce qu'a fait Blablacar, quoi, et tu y avais pensé avant, si je ne me trompe. C'est exactement ça. Quand je vois toutes ces ambulances qui circulent dans tous les sens pour amener des gens à l'hôpital ou autre, je crois qu'on pourrait faire de façon plus économique. Ouais. Il y a la start-up Ambulise sur le territoire breton qui y travaille. Et donc, utiliser la diaspora pour réimporter tout ça, l'utiliser également pour s'approprier des technologies mises en œuvre ailleurs et qui auraient tout à fait leur place ici. Mais dans l'immédiat, la situation est telle que, et d'ailleurs au travers de l'école B5, on est un peu dans une autre dynamique, et c'est de nous tourner vers les entreprises étrangères implantées en Bretagne et de leur dire, nous pouvons vous mettre des jeunes à disposition qui vous aideraient à mettre en œuvre ici tout ce que vous faites dans d'autres pays et que vous ne faites pas ici. Et on travaille avec des cités marines, des entreprises de ce type, japonaises celle-là. Imaginez le Japon, ça viendra bientôt pour la France à mon avis, et inquiet d'avoir vu l'accord qui vient d'être passé entre Brazil Food et la Chine. Le Brésil exporte environ 100 000 tonnes de viande par jour. C'est la ration de vente qu'il faut pour 1 milliard d'habitants. Et la France, d'ailleurs, en importe énormément du Brésil. Ça veut dire qu'il y a déjà 150 000 morts du Covid au Brésil. Des abattoirs ferment là-bas comme ici. Et Churchill disait, la révolution survient 5 repas après la disette. Et donc, le Japon, qui n'a absolument pas la capacité et les terres pour se nourrir, est très intéressé à trouver ailleurs des pays avec lesquels il pourrait développer des activités communes. Et il nous faut, en dehors du centralisme, trouver des circuits courts. Selon toi, Alain, quelles sont les autres belles épopées bretonnes? Tu en as cité déjà quelques-unes, mais est-ce qu'il y en a certaines qui t'ont marqué plus que d'autres, parmi tes amis au final? Il y en a beaucoup des plus fantastiques que ce que nous avons fait, nous, ici. Que ce soit les frères Guimau, Yves Rocher, si je prends le coin de la Gacilly, des rouliers Beaumanoir, Serge Rolik à Saint-Malo, je regarde la géographie, à Rennes, Louis le Duf, Christian Rouleau, mais il y en a plein partout. Ouais. Partout, mais au fond, c'est à une époque où nous étions portés par la croissance. Et c'était facile. Ce que je regrette un peu, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de grandes entreprises voient leur salut dans l'internationalisation. J'aimerais vraiment que ce soit dans l'internationalisation et pas dans la fuite à l'étranger.
Alain, dernière question. Es-tu d'accord avec moi pour qualifier ta vie d'entrepreneur d'épique? Épique. Oui, c'est-à-dire que j'ai combattu contre les moulins à vent. Non, je crois pas. C'est pas comme ça que je la vois. Je me pose la question tous les jours de savoir ce que je pourrais faire et très basiquement, il m'est arrivé de dire à un brillant préfet de région qu'au fond j'avais un énorme avantage sur lui. C'est que quels que soient ses talents, ça ne se verrait pas dans les statistiques. Alors que moi qui avais l'ambition de rendre une personne plus heureuse par jour, je pouvais identifier et mettre un visage. C'était l'épopée d'Alain Glon par Sébastien Le Corfec. Je suis le cofondateur de la West Web Valley. N'hésitez pas à réagir et à partager ce podcast. Avec l'épopée et la West Web Valley, nous ambitionnons de bâtir des champions bretons avec nos véhicules d'investissement et d'accélération dédiés aux PME et aux entreprises innovantes. Merci, à bientôt.